Le château du Haut-Königsbourg. Le joyau des Vosges. Dominant la plaine d'Alsace depuis son promontoire rocheux à plus de 750 mètres, la réputation de cette forteresse à la physionomie unique dépasse de loin les frontières alsaciennes. Une superficie totale de 36 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'un peu plus de 5 terrains de football. Un dédale de plus de 250 pièces. Un donjon de 62 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Des ouvrages défensifs composés de murs de 9 mètres d'épaisseur. Cette forteresse, la plus grande jamais érigée dans la région, fascine par ses dimensions. Le Königsbourg, à l'échelle nationale, voire même à l'échelle européenne, c'est un château de taille exceptionnelle. Construit une première fois au XIIe siècle puis détruit, le Haut-Königsbourg est reconstruit entre le XVe et le XVIe siècle. Il se transforme alors en véritable chef-d'œuvre architectural. Le château reconstruit, c'est une conception tout à fait nouvelle et c'est un château très moderne et très bien pensé. À nouveau détruit en 1633, il est reconstruit quasiment à l'identique au tout début du XXe siècle par un architecte allemand visionnaire, Bodo Ebhardt. Bodo Ebhardt était considéré à cette époque en Allemagne comme le meilleur spécialiste des châteaux forts. Pourquoi les Allemands, une fois l'Alsace reconquise, se lancent-ils dans la reconstruction d'une telle forteresse? Et pour y arriver, quels moyens hors normes pour l'époque ont été déployés? La reconstruction du Königsbourg au début du XXe siècle est un chantier véritablement colossal. Même à l'heure actuelle, il serait très difficile d'en arriver au même résultat. Bodo Ebhardt va faire appel à toutes les technologies modernes pour restaurer et reconstituer ce château. Locomotives, grues, électricité, tout a été fait pour que le chantier aille le plus vite possible. Mais le plus grand défi reste la conception. Comment faire pour restituer l'apparence d'un château fort du XVIe siècle? La physionomie du Haut-Königsbourg est le résultat d'une idée de ce qu'on pense être la fin du Moyen-Âge. Pour moi, c'est à la même échelle que Notre-Dame de Paris, le château de Versailles, la cathédrale de Chartres. C'est un spectacle d'architecture, le Königsbourg. Grâce à une enquête sur le terrain, aux côtés des plus grands experts, aux précieuses archives léguées par les restaurateurs de l'époque et à des infographies 3D pour déconstruire et analyser le château, vous allez découvrir l'incroyable épopée architecturale du château du Haut-Königsbourg. Véritable chef-d'œuvre castral, devenu le symbole de l'Alsace et de son histoire mouvementée. Le Haut-Königsbourg, la plus célèbre des forteresses alsaciennes, dominant le massif des Vosges depuis son piton rocheux. Situé en Alsace, à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, le Haut-Königsbourg appartient à une région à l'histoire géographique et politique mouvementée. Pendant des siècles, deux superpuissances rivales se sont disputées son appartenance. D'un côté, le Royaume de France. De l'autre, le Saint-Empire romain germanique, auquel l'Alsace est rattachée durant tout le Moyen-Âge. Cette influence germanique a durablement marqué l'architecture de la région. Ce qui est particulièrement marquant, en fait, depuis la plaine d'Alsace, c'est quand on observe sur les crêtes des Vosges, on remarque une constellation de donjons ou de Bergfried, donc de forme carrée. Il y a très peu de donjons de forme ronde en Alsace. On suppose que c'est beaucoup plus une influence française. Le Haut-Königsbourg, avec son donjon carré, est un château fort de montagne. Son rôle est donc avant tout défensif. Une fonction éminemment stratégique qui lui donne également un prestige particulier. Le Haut-Königsbourg est clairement un château de montagne, effectivement. Les sites bâtis en hauteur permettent souvent de montrer plus d'opulence, d'avoir quelque chose qui donne une impression de puissance qui est plus forte que le château qui se trouve en plaine, noyé souvent dans un village ou dans une petite ville. Perché à plus de 750 mètres d'altitude, au sommet d'un promontoire rocheux, l'édifice s'étend sur 300 mètres de longueur et 40 mètres de largeur pour une dénivellation de 37 mètres entre les deux extrémités du château. Son plan complexe et labyrinthique comprend plus de 250 pièces. Son donjon carré, haut de 62 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 20 étages, surplombe le paysage et offre une vue à 360 degrés.
Autour de lui s'organisent des logis résidentiels, mais aussi tout un arsenal militaire défensif à la pointe de la modernité pour l'époque. Le grand bastion, le petit bastion, le bastion en étoile et une enceinte extérieure ont été érigés pour protéger la forteresse. En tout, sa superficie intérieure atteint 15 000 m², l'équivalent de 57 terrains de tennis, ce qui fait du Haut-Königsbourg la plus imposante forteresse jamais érigée dans les Vosges. Le Königsbourg, à l'échelle alsacienne, mais aussi à l'échelle nationale, voire même à l'échelle européenne, c'est un château de taille exceptionnelle. C'est un château de taille exceptionnelle, pas forcément pour un château de plaine, on a des châteaux de plaine de très grande taille, mais pour un château de montagne, c'est tout à fait exceptionnel. Un château singulier qui se dresse, encore aujourd'hui, intact devant nos yeux. Mais comment l'expliquer alors que l'immense majorité des châteaux médiévaux sont en ruine? La raison est simple. Malgré son apparence, le Haut-Königsbourg ne date pas de la fin du Moyen-Âge. La forteresse qui s'offre à nos yeux aujourd'hui est le fruit d'une restauration intégrale datant d'il y a un peu plus d'un siècle seulement. Pour comprendre les raisons de ce destin hors du commun, il faut revenir plusieurs siècles en arrière. C'est en 1147 que les écrits mentionnent pour la première fois le château du Haut-Königsbourg. Son nom, adapté de l'allemand, veut dire « Haut château du roi ». À cette date, l'Alsace appartient au Saint-Empire romain germanique dirigé par la famille des Hohenstaufen. Sous leur règne, près d'une centaine d'édifices fortifiés sont construits dans la région, un nombre très important pour un territoire aussi restreint. Pour les Hohenstaufen, l'enjeu est de taille. Les Hohenstaufen, c'est une grande famille qui souhaite s'implanter, et pour s'implanter et pour maîtriser le territoire, il n'y a pas d'autre solution que d'implanter des châteaux. Il n'y a pas mieux que ça au XIIe siècle. Et donc plus on implante de châteaux, plus on est fort. Mais avec près d'une centaine de châteaux forts déjà construits dans la région, pourquoi se lance-t-il dans l'édification d'une énième forteresse au cœur d'une forêt réputée hostile? La réponse se trouve dans l'emplacement privilégié du site. À ses pieds passaient deux axes routiers majeurs. Du sud au nord, la route du blé et du vin, menant d'Italie aux Pays-Bas. Et d'est en ouest, la route du sel et plus tard celle des minerais, traversant le massif des Vosges. Cet emplacement était donc non seulement stratégique, mais également économique. C'est pratiquement la moitié des passages, la moitié de l'économie de l'Europe fonctionne avec ce passage-là. Forcément, si vous tenez les voies de passage, vous tenez les péages, donc vous avez énormément de rentes, et donc économiquement en parlant, c'est crucial. De ce premier château, il reste quelques traces encore visibles aujourd'hui. Sur le flanc sud, on peut apercevoir des arcatures romanes, c'est-à-dire une série de 2, voire 3 petites arcades incrustées dans un mur et datant du XIIe siècle. Dans le haut jardin, on peut même observer des portions relativement importantes de murs. C'est peu, mais grâce au travail rigoureux des archéologues et à une étude minutieuse de ces quelques vestiges, on peut enfin se représenter la forme de ce premier édifice. Alors pendant très longtemps, on supposait qu'au XIIe siècle, il y avait 2 châteaux distincts. Donc le château qu'on appelle Kernburg, qui est en fait le château principal central, où se situent la plupart des corps de logis encore actuels, et un second château qui était séparé par un fossé. Au fil des années et après pas mal de réflexions, d'études, d'analyses, il s'avère qu'en fait, il est fort probable que le second château n'était en fait qu'un avant-château. Selon l'archéologue, le premier édifice aurait été composé d'une partie centrale avec un donjon entouré par des logis. Au niveau de l'actuel haut jardin, 5 ou 6 maisons de chevaliers auraient été construites au fil du temps. Ce deuxième ensemble, bien distinct du premier, constituerait l'avant-château. Ces 2 parties étaient reliées entre elles par un pont dont on a retrouvé des vestiges. On peut donc se représenter aujourd'hui le château du XIIe siècle dans les grandes lignes. Les archéologues ont finalement réussi à faire parler les plus anciens vestiges présents sur le site, même s'il reste encore des mystères à éclaircir. Une chose est sûre, le château change plusieurs fois de propriétaire durant les siècles suivants. Et au XVe siècle,
il se retrouve entre les mains de chevaliers à la réputation peu recommandable. Ces brigands vont à plusieurs reprises piller, rançonner les marchands qui passaient notamment dans la plaine d'Alsace. Donc en l'an de grâce 1462, les villes de Strasbourg, de Colmar et de Bâle vont former une expédition punitive pour chasser les brigands et détruire le premier château pour éviter que d'autres personnes mal intentionnées viennent se réfugier et sévir à nouveau. À l'époque, il était rare de reconstruire, une opération très coûteuse. Pourtant, fait exceptionnel, le Haut-Königsbourg renaît de ses cendres moins de 20 ans plus tard. Et donc il faut savoir qu'en 1462, suite à la destruction du premier château, c'est la famille de Habsbourg qui régnait à ce moment-là sur le Saint-Empire romain germanique qui va récupérer la ruine et qui va le confier en 1479 au comte de Tirstein. Et donc ce fief, en quelque sorte on peut le dire un cadeau empoisonné parce qu'on confie au Tirstein une ruine. Et cette ruine, il faut la reconstruire. Une entreprise non négligeable. Au XVe siècle, l'art militaire évolue considérablement avec l'arrivée notamment des canons, des armes à la puissance inégalée jusqu'alors. Ces évolutions obligent les châteaux forts à se réinventer et à se perfectionner pour avoir une chance de résister. Pour garder sa fonction défensive, le Haut-Königsbourg va changer complètement de visage. Le Königsbourg, transformé, reconstruit à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, n'a rien à voir avec le château initial. Il y a donc une transformation, en effet, vraiment significative du château initial. Il y a aussi une adaptation, en fait, un nouveau mode de défense. Au XVe siècle, on a l'arrivée de l'artillerie et le château s'adapte à l'artillerie, donc ce qui donne des épaisseurs de murs et un plan adapté à l'artillerie et des ouvertures, évidemment, des canonnières qui n'ont rien à voir avec le château précédent. Élément indispensable, un donjon est reconstruit. Au Moyen-Âge, il constitue la principale tour d'observation dans un château et prévient des dangers, d'où son importance. Deuxième élément essentiel, des logis, autrement dit des habitations, sont également rebâties. À l'ouest, les Tirstein érigent deux grosses tours d'artillerie reliées entre elles par une muraille que l'on appelle une courtine. Cet ensemble constitue ce que l'on appelle le Grand Bastion, un ensemble architectural défensif qui commence tout juste à faire son apparition au XVe siècle. Il est conçu tout particulièrement pour résister à l'artillerie. Avec des murs d'une épaisseur de 9 mètres pour la tour sud et de 5 mètres pour la muraille qui les relie, cet ensemble colossal a pour but de protéger le côté le plus vulnérable du château. Ce que les Tirstein ont fait, bon, c'est quelque chose d'assez complexe, mais la chose la plus frappante, c'est le Grand Bastion à l'ouest, avec des murs extrêmement épais, dans lesquels vous avez des casemates où on peut mettre des canons. Et ce Grand Bastion est si épais qu'on peut mettre d'autres canons sur la plateforme sommitale. Du côté ouest, on est à peu près de plein pied. Donc ça, c'est le côté qu'il faut absolument défendre le mieux et où il faut prévoir le plus de contre-attaques. Le Grand Bastion protège donc le seul côté accessible pour une attaque. Les autres faces du château étant construites à même la pente, l'usage des canons était beaucoup moins efficace. Par contre, côté ouest, on pouvait placer de l'artillerie sur la crête, une surface à peu près plane, pour pouvoir tirer à bout portant. C'est pour cela que le Grand Bastion est constitué de murs extrêmement épais. En plus de ce grand bastion monumental, deux autres ouvrages militaires complètent l'ensemble de l'autre côté du château. Le petit bastion protège l'avant-cour et les logis. Le bastion en étoile, lui, est situé à l'extrémité est de la montagne. Si ses murs sont moins épais que ceux du grand bastion, son plan est sans aucun doute le plus novateur de la forteresse. Il semblerait même qu'il s'inspire de plans qui viennent tout juste de faire leur apparition de l'autre côté des Alpes, en Italie. Pour le bastion l'étoile, on est sur une évolution, c'est-à-dire qu'on est sur des formes beaucoup plus droites, où il n'y a plus d'angle mort, et donc le bastion l'étoile va vers cette fortification moderne. Je pense que l'architecte qui a conçu le bastion l'étoile avait connaissance de ses premiers plans italiens et a voulu l'adapter au château, et donc c'est amusé, entre guillemets, à faire un système où on a des constructions qui se défendent les uns aux autres, donc on a une défense relativement complète. Lorsque l'on observe le bastion en étoile,
On remarque que les canonnières, c'est-à-dire les endroits où sont placées les armes, notamment des canons, sont orientées de façon à défendre tous les murs qui relient la structure. Il n'y a donc aucun angle mort, un agencement résolument moderne pour l'époque et complètement inédit dans la région. Dernier élément défensif, un mur d'enceinte vient cloisonner l'ensemble. Les scientifiques estiment que le château du XVe siècle est au moins 2,5 fois plus grand que celui du XIIe siècle. Sa superficie globale dépasse les 36 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'un peu plus de 5 terrains de football réunis. C'est la plus grande forteresse jamais érigée en Alsace. Mais les Tirstein sont allés encore plus loin. Dans le château médiéval antérieur, on arrivait probablement par l'ouest, depuis la crête. Les Tirstein développent une arrivée qui se fait par la face sud et qui monte le long de la paroi rocheuse. Ils se lancent donc dans des travaux de terrassement gigantesques et vont même jusqu'à creuser le flanc de la montagne. Creuser un éperon rocheux, c'est toujours un travail laborieux, effectivement. Et donc, on travaille au marteau, à la pointerole, au burin. On arrive à extraire des quantités de roches assez considérables. Il est clair que ça mobilise un personnel conséquent. En tout, des milliers de mètres cubes de roches sont débités. Un travail laborieux qui a nécessité plusieurs années. Mais alors, pourquoi les Tirstein se sont-ils lancés dans de tels travaux? Le but de cette modification de l'accès, c'est de multiplier finalement les obstacles. Quand vous arrivez et que vous commencez par monter dans le Haut-Königsbourg, vous allez franchir une porte, une deuxième porte, une troisième. Et ces portes sont situées perpendiculairement à la barre rocheuse et qui fait que depuis l'enceinte principale, on peut toujours encore contrôler par des tirs la lisse qui est au pied du mur et donc bloquer l'adversaire au niveau de ces différentes portes dans des espèces de cul-de-sac. Grâce à cette restructuration intégrale, les Tirstein ont atteint leur but. Montrer leur puissance en érigeant l'une des forteresses les plus exceptionnelles et les plus modernes de son temps. Malheureusement, la modernité ne dure qu'un temps. Tous les châteaux de cette époque ont un problème, c'est qu'à partir du XVe siècle, l'artillerie n'arrête pas de faire des progrès. Donc, ce qui était efficace il y a 50 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui ne le sera plus dans 50 ans. Donc, en permanence, il faudrait perfectionner les défenses et ça coûterait très, très cher. Au Königsbourg, on a pris quelques mesures, mais pas énormément. La plus facile qu'on a prise en premier, c'est d'araser en grande partie le donjon. Pourquoi? Parce qu'un donjon, à cette époque, fait plus de mal que de bien. Il offre une bonne cible à l'artillerie ennemie. Et s'il s'écroule sous les coups de canon, il s'écoulera sur le reste du château. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. La construction d'un château nécessite au Moyen-Âge des moyens financiers considérables. Et beaucoup de familles ont perdu tout ou partie de leur fortune dans la construction ou la reconstruction de leur forteresse. Est-ce que les travaux engagés au Haut-Königsbourg ont ruiné les Tirstein? Il est difficile de l'affirmer. Néanmoins, l'abaissement d'une dizaine de mètres du donjon est la seule modernisation conséquente effectuée au château durant la seconde moitié du XVIe siècle. Période durant laquelle les Tirstein se séparent de leur forteresse. Pour le Haut-Königsbourg, c'est le début d'un long déclin. En juillet 1633, les Suédois, en guerre contre le Saint-Empire romain germanique, assiègent le château qui est détruit dans un incendie. En 1648, l'Alsace redevient française, sans que cela n'ait aucun impact sur une reconstruction potentielle du château. Au XVIIe siècle, le Haut-Königsbourg n'est plus qu'une ruine. Il faut attendre 200 ans avant que l'on s'intéresse à nouveau à ce qu'il reste de la forteresse. En 1871, suite à la défaite française lors de la guerre de Prusse, l'Alsace redevient allemande. 30 ans plus tard, le maire de Sélestat offre la ruine du Haut-Königsbourg à l'empereur Guillaume II. Ce dernier accepte immédiatement. Il voit dans le Haut-Königsbourg, véritable symbole de la grandeur militaire germanique au Moyen-Âge,
un moyen de légitimer son pouvoir sur l'Alsace reconquise. Fait exceptionnel, il décide donc de reconstruire intégralement le château dans son aspect du XVe siècle. Son but ? Transformer la forteresse en musée à la gloire de la chevalerie germanique. Un chantier très ambitieux qu'il souhaite mener en moins de 10 ans. Car pour Guillaume II, cette reconstruction symbolique doit prouver au monde la modernité et la puissance de son empire. C'est Bodo Ebhardt, un architecte spécialiste des châteaux forts, qui est en charge de la restauration. Pour son chantier, Ebhardt s'éloigne des restaurations fantaisistes du XIXe siècle et choisit une approche novatrice beaucoup plus rigoureuse. Il s'appuie notamment sur une discipline qui vient tout juste d'apparaître, l'archéologie. Bodo Ebhardt va engager des ouvriers pour dégager la base des murs, d'abord pour savoir face à quoi, face à quelle matière il est. Et ensuite, son deuxième principe, ça va être de demander aux ouvriers de retenir et de garder systématiquement tous les objets anciens trouvés au moment du dégagement des murs. Alors, pour pouvoir convaincre les ouvriers de ne pas tout jeter, il les paye selon l'intérêt de l'objet qui est sorti. Et ces objets vont ensuite servir à la restauration. En tout, 10 000 mètres cubes de pierre sont déblayés et 35 000 fragments archéologiques collectés. Pour l'époque, il s'agit d'un chantier considérable. Bodo Ebhardt se livre également à une campagne photographique sans précédent. Inventée quelques décennies auparavant, cette technique offre un témoignage inestimable de l'état de la ruine et du déroulement du chantier. En tout, plus de 150 clichés sont réalisés. En 2020, quand vous restaurez un château, on a l'habitude de prendre énormément de photos. Et lui, effectivement, en 1900, il prend énormément de photos, donc 120 ans avant. Il fait surtout beaucoup de relevés. Il y a beaucoup d'écrits aussi, des petites notes, on en voit vraiment, mais partout. Il met des notes, c'est des notes d'analyse du site dans son état actuel avant de le restaurer. Et on a une chance incroyable d'avoir une masse d'archives sur son travail. C'est quand même quelque chose d'assez rare, à ce point, d'avoir autant d'écrits, autant de photos, autant de fouilles archéologiques pour l'époque. Je pense que c'est parce que, évidemment, c'était aussi le programme de Guillaume II qui lui a clairement dit « La restauration, il ne faut pas qu'elle souffre de quelque critique que ce soit, donc vas-y, fais ça bien ». Cette première étape terminée, il faut organiser la reconstruction. Et la première problématique à régler, c'est l'acheminement en eau du chantier. La situation géographique du Haut-Königsbourg, situé à plus de 750 mètres d'altitude, rend l'accès à l'eau extrêmement compliqué. Dès le début des travaux de restauration, Bodo Ebhardt considère son acheminement comme une priorité. La situation de l'approvisionnement en eau sur un château, effectivement, est une question cruciale. On a besoin de l'eau pour la construction et ensuite on a besoin de l'eau pour vivre. De l'eau est cherchée dans des fontaines qui peuvent être proches. Ici, les premières fontaines sont quand même assez bas sur le versant. Et une fois que le chantier de construction avance, on crée des citernes dans lesquelles on va récupérer les eaux de pluie des toitures. Au château du Haut-Königsbourg, au Moyen-Âge, 3 citernes étaient dispersées à des endroits bien distincts. La première, d'une capacité de 12 000 litres, se trouvait dans la cour intérieure. La deuxième, d'une contenance d'environ 20 000 litres, était dissimulée dans l'extension du logis ouest. La troisième, la plus importante, avec ses 33 000 litres d'eau, était située dans le haut jardin. En tout, ces citernes pouvaient contenir jusqu'à 65 000 litres d'eau, soit la contenance d'une piscine de taille moyenne. Une réserve d'eau absolument vitale au Moyen-Âge. Mais les travaux de déblaiement entrepris par l'architecte allemand révèlent également un fait beaucoup plus rare, presque inédit en Alsace, dans un château fort de montagne. Pour l'alimentation en eau au Königsbourg, on trouve notamment un puits d'une profondeur de 62 mètres, ce qui n'est pas commun, ce qui est relativement rare, et ce qui nécessite l'emploi notamment de travailleurs qualifiés. Souvent, en fait, on va faire appel à des ouvriers miniers qui vont savoir détecter les failles et savoir comment faire pour creuser l'ensemble du conduit. Des traces d'outils encore visibles à l'intérieur du puits permettent de reconstituer la méthode de forage utilisée au Moyen-Âge.
Les ouvriers ont commencé par creuser dans la pierre une gorge périphérique d'environ 30 cm de largeur et 30 cm de profondeur à l'aide d'une pointerolle, un petit marteau pointu utilisé dans les mines. Le noyau central a ensuite été débité à l'aide de différents outils, des coins, des masses et des barres à mine. Les gravats accumulés étaient remontés à l'aide d'une chèvre ou d'un treuil, les ancêtres des grues. Une fois ce travail achevé, une nouvelle gorge périphérique était creusée. Le noyau central était à nouveau débité, et ainsi de suite jusqu'à atteindre la nappe phréatique située à 62 mètres de profondeur. Coïncidence amusante, la profondeur du puits était donc équivalente à la hauteur du donjon. Le forage d'un puits constituait une véritable prouesse technique au Moyen-Âge, et son coût pouvait atteindre la moitié du coût total du château. Au Haut-Königsbourg, ce travail absolument titanesque a nécessité plusieurs années. Bodo et Barth décident de remettre le puits en état au tout début du chantier, une tâche qui reste toujours aussi compliquée au XXe siècle. Déblayer un puits, même à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, en l'occurrence un puits de plus de 60 mètres de profondeur, demande beaucoup de temps. Les moyens utilisés à la fin du 19e sont toujours les mêmes qu'à l'époque médiévale. Donc, de ce fait, Bodo et Barth va mettre plusieurs mois à vider intégralement l'ensemble du puits. Bodo et Barth déblayent le puits en espérant y rencontrer une nappe piégée, ce qu'on attend dans un puits. Bien sûr, le problème qui se pose à Bodo et Barth est celui qui s'est posé au créateur de ce puits quelques siècles plus tôt, et il va retrouver la même chose. Pour faire un jeu de mots, je dirais qu'il se retrouve le bec dans l'eau, parce que le puits déblayé par Bodo et Barth, ce puits du 15-16e, est un élément en termes de quantité recueillie totalement anecdotique par rapport aux besoins de ce chantier. Il est donc indispensable de compléter de façon sûre cet approvisionnement en eau. Cette fois, Bodo et Barth décident de s'appuyer sur des techniques beaucoup plus modernes. Ils se lancent dans la construction d'une station de captage pour récupérer l'eau d'une source en contrebas du château. À côté, une station de pompage est édifiée pour acheminer l'eau jusqu'au château grâce à une pompe à essence. 3 réservoirs souterrains de 8000 litres chacun complètent cet ensemble. Depuis la source, la conduite en tuyau de fonte emprunte un itinéraire de pas moins de 810 mètres pour 120 mètres de dénivelé jusqu'au château. L'eau est acheminée jusqu'à 2 réservoirs métalliques de 8000 et 5000 litres situés tout en haut du donjon transformé par Bodo et Barth en château d'eau. Depuis ces réservoirs, l'eau est ensuite conduite par gravité dans les différentes parties du château. L'excès en eau est évacué par une gargouille, clin d'œil de Bodo et Barth à l'architecture médiévale. Grâce à ce dispositif à la pointe de la modernité, le château dispose de l'eau courante dès 1900. Cette installation a d'ailleurs assuré l'approvisionnement en eau de la forteresse jusqu'en 2013. Le problème de l'eau courante réglé, il reste une autre problématique tout aussi importante à anticiper, l'approvisionnement en pierre du chantier. Le Haut-Königsbourg est célèbre pour la pierre qui le constitue. Une pierre au reflet rose lumineuse, majestueuse et reconnaissable entre toutes. Le Haut-Königsbourg a été entièrement construit à l'époque médiévale et restauré au début du XXe siècle en grès rose, qu'on appelle aussi grès des Vosges. On trouve cette pierre un petit peu partout dans la montagne aux alentours, dans le massif vosgien. Donc la plupart des grands bâtiments de la région étaient au Moyen-Âge construits en grès. C'est une pierre que l'on peut tailler, que l'on peut sculpter plus facilement que du granit, par exemple. Et ce qui donne ce coloris rouge, rose, orange, c'est l'oxyde de fer. Il est évident que la couleur rosée qui est liée à la présence d'oxyde de fer dans cette roche apporte un aspect totalement particulier et elle se prête à la taille de manière fabuleuse. Et donc on peut y mettre des formes et du coup le fameux bloc à bossage qui fait la carapace du Haut-Königsbourg est finalement la marque de fabrique de cette roche. Sur les pierres du Haut-Königsbourg, on peut effectivement observer des protubérances qui donnent au bloc de grès un aspect arrondi. C'est ce que l'on appelle le bossage. Cette technique, très à la mode au Moyen-Âge, offre de nombreux avantages. Le bloc à bossage, c'est un élément qui est d'abord technique. Ça permet de tailler vite, ça permet de créer le bloc
sous sa forme pour ensuite pouvoir l'insérer dans le mur et construire. Et c'est un relief qui n'a aucun intérêt militaire. On peut de temps en temps lire que ça servait à faire ricocher des boulets, c'est absolument faux. En revanche, on se rend compte que s'il y en a autant, c'est que ça a un aspect esthétique, ça crée une impression de roche, et donc ça dégage une certaine puissance dans les maçonneries. Cette technique sera reprise par Baudot et Barthes au XXe siècle. Les ouvriers ont donc comme consigne d'utiliser en priorité les pierres de l'édifice médiéval retrouvées lors des déblaiements. Mais ces blocs de pierre, parfois abîmés, parfois tout simplement manquants, ne suffisent pas. Une carrière est donc ouverte à quelques centaines de mètres du château, sur la même crête. Ouvrir une carrière, de préférence, on va le faire sur une crête, parce que ça évite de monter du matériau. Ce sont quand même des matériaux, des tonnes et des tonnes de caillasse. Donc, on ne va pas s'amuser à les hisser vers le haut de la montagne, on va les chercher à niveau. Et Barthes, de ce côté-là, reprend tout simplement ce qui a été fait par ses prédécesseurs quelques siècles auparavant. Par contre, les techniques mises en place pour transporter les pierres ne sont pas du tout les mêmes. Au Moyen Âge, déplacer ces blocs de grès représentait un travail absolument titanesque en raison de la physionomie accidentée du terrain. Ramener de la pierre, déjà il faut le chemin. Donc quand on a une carrière qui est éloignée, ça veut dire qu'il faut un chemin de desserte, un chemin d'accès. Avec les moyens médiévaux, il est sûr qu'un chariot qui va déplacer quelque chose comme une demi-tonne de pierre par voyage, ça représente 2-3 blocs maximum dans l'ordre dans lequel nous sommes. Chaque jour, quelques blocs de grès seulement pouvaient être transportés jusqu'au chantier. Or, pour Baudot et Barthes, il est impératif de répondre à la volonté de son empereur. La reconstruction doit aller vite. L'acheminement des pierres, en particulier, représente un enjeu extrêmement important. L'architecte allemand va donc se servir de techniques ultramodernes pour accélérer le transport des blocs. Et donc pour rapporter les blocs de grès de la carrière jusqu'au château, un petit circuit avec des rails va être mis en place pour qu'un petit train à vapeur rapporte les blocs de grès jusqu'ici. Le but du train à vapeur, il est clair et précis, c'est qu'on utilise les ressources dont on dispose au début du XXe siècle, la force motrice, et ça permet de ramener des charroyages beaucoup plus conséquents, beaucoup plus rapidement. Sur toute la longueur de la crête, soit les 300 mètres qui séparent la carrière du chantier, une voie de chemin de fer est construite. Les terrassiers ont dû déblayer la surface de ce terrain accidenté pour la rendre plane. Un travail préliminaire considérable. L'acheminement de la locomotive, elle aussi, a représenté un véritable casse-tête. Fabriquée en Allemagne, acheminée en train et pesant plus de 5 tonnes, il a fallu la hisser depuis le bas de la montagne jusqu'au sommet, soit plus de 700 mètres plus haut. Plus d'une quinzaine de chevaux attelés ont été nécessaires pour y parvenir. Le 18 janvier 1902, le premier train chargé de matériaux effectue le trajet. À la locomotive placée sur les rails, on accroche un, voire 2 wagonnets de mine. Grâce à ce procédé extrêmement ingénieux et très moderne, des dizaines de blocs sont acheminés en un temps record pour l'époque jusqu'au chantier. Alors, à titre personnel, je ne connais pas tous les chantiers de restauration de grands édifices, mais en tout cas en Alsace, pour ce qui est de l'Alsace, pour moi, c'est du jamais vu, effectivement. Au début du XXe siècle, une telle infrastructure avec ce chemin de fer, toute cette modernité, c'est non négligeable, ça c'est clair. Entre-temps, le chantier de reconstruction a commencé. Et à l'image des moyens déployés pour l'acheminement en eau et en matériaux, il se révèle à la pointe de la technologie et extrêmement ambitieux. Tous les corps de métier sont convoqués. Machinistes, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, mais aussi aubergistes pour s'occuper des repas. D'une quarantaine en hiver, le nombre d'ouvriers passe à 220 en été. Pour le début du XXe siècle, il s'agit d'un chantier très important. Fait exceptionnel pour l'époque, le site dans son intégralité, soit près de 500 mètres carrés, est fourni en électricité grâce à un système relié à une machine à vapeur transportable, la locomobile.
c'est l'ancêtre de nos groupes électrogènes actuels. Avoir de l'électricité au début du XXe siècle, sur un sommet à 750 mètres d'altitude, c'est une prouesse, ça c'est clair. Alors que les villages ou les villes en contrebas n'en avaient pas. Donc on voit vraiment que des moyens considérables seront mis en avant pour effectuer une restauration de qualité et une restauration surtout qui ne dure pas des dizaines d'années. Les travaux de reconstruction à proprement parler commencent en 1901 par le donjon. La première raison est politique. Le donjon dans un château, c'est la tour la plus haute, c'est le point culminant, c'est d'où l'on voit, mais c'est aussi ce que l'on voit de loin. Et donc, reconstruire le donjon en premier, c'est montrer qu'il se passe quelque chose ici au sommet de la montagne. Mais les pierres de l'édifice médiéval empêchaient également toute circulation aux abords de la ruine. La deuxième raison est donc logistique. Sa reconstruction se base sur les décombres de l'ancien donjon datant du XIIe siècle. C'est l'un des rares vestiges du premier château. Les assises des murs, d'environ 2 mètres d'épaisseur, indiquaient clairement un plan carré. Pour le reconstruire, Bodo Hebart voit les choses en grand. Il installe à l'intérieur de ce dernier une grue électrique dernier cri. Son bras de plus de 9 mètres de long peut soulever des charges pesant jusqu'à 1 tonne sur une hauteur de 40 à 50 mètres. Un dispositif inédit en Alsace. Mettre une grue électrique en 1900 sur un chantier, ça existe, oui, vous l'avez sur quelques cathédrales, sur des édifices urbains, dans des grandes villes, là où l'électricité est facile à produire, mais en pleine campagne, en pleine montagne, c'est tout à fait exceptionnel. Grâce aux moyens techniques déployés, le chantier de restauration avance extrêmement vite. Une fois la reconstruction du donjon entamée, Bodo Hebart poursuit avec l'enceinte sud pour mettre en sécurité les installations du chantier. Ensuite, il s'attaque à la reconstruction des logis. Concernant l'habitation seigneuriale, l'architecte allemand pouvait se fier à d'importants vestiges. Les cuisines étaient toujours en élévation, par exemple, ce qui a considérablement facilité le travail de restauration. Par contre, la partie qui s'étend du logis ouest au Grand Bastion, difficile d'accès, est beaucoup plus compliquée à reconstruire. Pour y arriver, Bodo Hebart imagine donc un arsenal particulièrement ingénieux. Entre les murs encore en élévation du haut-jardin, il fait construire une charpente gigantesque prévue pour soutenir des rails. Cette structure s'étend du Grand Bastion au logis ouest. Sur ces rails, on installe une nacelle capable de pivoter à 360 degrés et de se déplacer d'ouest en est sur plusieurs dizaines de mètres. Ce dispositif est complété par une grue électrique capable de soulever des charges pesant jusqu'à 1,5 tonne. Ce procédé permet donc de monter plusieurs blocs de grès à la fois et surtout de les déplacer d'un bout à l'autre de la structure très facilement pour reconstruire les zones difficilement atteignables autrement. Encore une fois, il s'agit d'un dispositif inédit en Alsace. Cette grue permet à Bodo Hebart de reconstruire tous les murs, tous les chemins de ronde et toutes les toitures de la partie ouest du château en un temps record. L'Empire allemand était un pays moderne au début du XXe siècle et il fallait que cette modernité se voie, surtout au château du Haut-Königsbourg, qui était une restauration symbolique pour l'empereur Guillaume II. Et donc, tous les moyens humains, modernes, technologiques seront mis en avant pour faire de ce vaste chantier une vitrine moderne. La reconstruction du Haut-Königsbourg se termine avec le bastion en étoile, l'élément situé le plus à l'est de l'édifice. Bodo Hebart a donc choisi de restaurer le Haut-Königsbourg dans son apparence la plus spectaculaire, celle du XVIe siècle. En tout, la reconstruction du Haut-Königsbourg a coûté 2 350 000 marks, l'équivalent de 70 millions d'euros aujourd'hui. Une fortune pour l'époque. Surtout, le chantier a duré moins de 8 ans, un laps de temps extrêmement court. Oui, je pense que la durée de cette restauration de 1901-1908, c'est extrêmement court. Il ne faut pas oublier que Guillaume II venait
une fois par an, suivre l'avancement de ce chantier. Donc pour lui, c'était son château restauré façon Moyen-Âge et dont il était très fier. Donc je pense que derrière, il a sûrement beaucoup insisté pour que cette restauration se fasse rapidement. Si le chantier avance vite, Bodo et Barth n'en restent pas moins méthodiques. En observant attentivement les murs de l'édifice, on peut apercevoir de petites gravures sur certains des blocs de pierre. Ces marques ne sont pas là par hasard. Elles offrent des renseignements précieux sur la temporalité du chantier. Bodo et Barth aime bien dater et marquer son chantier. Donc, premièrement, pour la lisibilité, pour dire que c'est le chantier de l'empereur et que c'est pas du médiéval. Donc, comme ça, on ne trompe pas le fin observateur. Globalement, quand vous ne faites pas attention, vous avez l'impression d'un ensemble homogène, mais dès que vous faites attention et que vous lisez bien les parements, vous comprenez quel est le parement de Bodo et Barth, début XXe siècle, du parement médiéval. Ça, c'est très fin, c'est très moderne comme déontologie de restauration. Donc là, bien joué. Le restaurateur a repris une méthode fréquemment utilisée au Moyen-Âge. Au Haut-Königsbourg, on peut d'ailleurs encore déceler des gravures datant du XVIe siècle. À l'époque, les ouvriers marquaient chacune de leurs pierres, car ils étaient payés en fonction du nombre de blocs taillés dans la journée. Au XXe siècle, ces marques ont une fonction bien différente. Il va aussi dater son chantier, et donc il fait un calendrier, et chaque année de son chantier est bien datée par tel ou tel type de signe. Donc comme il y a de 1901 à 1908, donc il y a 8 signes, et bien vous retrouvez ces 8 signes dans la totalité du château. On voit en fait essentiellement sur le donjon par exemple des signes de 1901 à 1902. Sur la maison alsacienne, vous voyez essentiellement des signes de 1904, 1905, 1906. Le bastion de l'Étoile, je crois que c'est des signes de 1906. Donc comme ça, vous voyez l'avancement de son chantier. Ces marques nous permettent donc de reconstituer très précisément le déroulement du chantier, année après année. Pour éviter toute confusion, Bodo et Barth a fait graver plusieurs tableaux récapitulatifs accompagnés d'un poème à la gloire de l'empereur sur les pierres du château. Parmi les 8 graphismes choisis, 5 d'entre eux ont un rapport avec Guillaume II. On retrouve notamment 3 variantes de son emblème, ainsi qu'une représentation de l'aigle impérial et enfin une couronne. Les 3 autres graphismes sont eux aussi symboliques. On découvre l'emblème de Bodo et Barth, une tour ou un château stylisé, et pour finir, le blason de l'Alsace. En reprenant à son compte une méthode séculaire, Bodo et Barth s'inscrit, à sa manière, dans la grande lignée des bâtisseurs du Haut-Königsbourg. Mais il nous offre également une grille de lecture extrêmement précise sur la restauration de l'édifice. En 1908, le chantier est presque terminé. Bodo et Barth a réussi à reconstruire en un temps record un édifice qui semble tout droit sorti du Moyen-Âge. Car tout porte à croire, lorsque l'on regarde le Haut-Königsbourg aujourd'hui, que la reconstruction proposée par l'architecte allemand est parfaitement fidèle à l'édifice originel. La vérité est plus contrastée. L'architecte a en effet pris certaines libertés. La salle du Kaiser, située au 2e étage du logis ouest, n'a pas été restaurée selon les plans originaux. Pourtant, Bodo et Barth pouvaient s'appuyer sur des vestiges importants. Les consoles sur les piliers, ainsi que les fenêtres au 2e niveau, attestaient de l'existence, à une époque antérieure, d'un plancher, et donc de plusieurs pièces qui n'ont pas été restituées. Le prestige de cette salle a été exigé par Guillaume II pour montrer la force et l'importance de son empire. Bodo et Barth a donc dû œuvrer selon les volontés impériales, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du château. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que Bodo et Barth a élaboré plusieurs projets de restitution de l'ensemble de la forteresse. Et l'un de ses premiers projets était destiné à restituer une forteresse militaire. Un peu aride, avec des toitures très très basses, ce qui n'avait pas l'air de plaire manifestement ni à la chancellerie, ni probablement pas à Guillaume II. De ce fait, l'aspect actuel du château reflète davantage un château plus marquant dans ses volumes, à la fois au niveau des charpentes et aussi la hauteur du donjon, qui peut être un petit peu exagérée. Il a voulu, avec le temps, donner au château un aspect de château absolument magnifié. Le château, dans son aspect actuel,
traduit donc la volonté de l'empereur qui souhaitait faire du Haut-Königsbourg un miroir de la puissance germanique, et ce jusqu'aux toitures. D'une manière générale, toutes les parties hautes du château ayant disparu, elles ont été repensées par Bodo et Barth. Est-ce que les chemins de ronde étaient couverts? Est-ce que la majestueuse toiture du grand bastion est fidèle à l'édifice médiéval? Faute de vestiges, il est impossible de l'affirmer. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'à la fin du XVIe siècle, le donjon ne présentait plus cet aspect. Là où il fait des compromis, c'est qu'il reconstruit le donjon. Alors certes, il était indubitablement, c'était un donjon carré. On est d'accord là-dessus. Mais au moment de sa destruction en 1633, on sait pertinemment que ce château n'avait plus un donjon visible. Parce que le donjon constituait, avec le développement de l'artillerie toujours, une cible idéale. Donc, plutôt que de servir de cible, les occupants de l'époque avaient décidé d'araser le donjon sur la hauteur de 2 pics. Le donjon, c'est choquant par rapport à une réalité historique, mais personne aujourd'hui ne peut imaginer un château sans son donjon. Il suffit de regarder les Legos, il suffit de regarder les jeux qu'on a qui traitent du Moyen-Âge. Donc ça choque d'un point de vue historique, mais ça choque pas d'un point de vue esthétique. Bodo et Barth a donc également œuvré en fonction de l'imaginaire collectif de son époque. Pour l'escalier de la cour intérieure, l'architecte a également pris des libertés. À cet endroit précis, les vestiges attestaient de la présence d'un escalier en colimaçon à l'époque médiévale. Bodo et Barth l'a reconstruit fidèlement. En revanche, les larges fenêtres qui ornent la tour d'escalier n'existaient probablement pas au Moyen-Âge. Leur style délicat, très raffiné, se rapproche bien plus des ouvrages Renaissance que d'un escalier dans une forteresse médiévale. Cet exemple est emblématique de la méthode de l'architecte. Quand des vestiges existent, il s'appuie dessus de façon très rigoureuse. Mais s'ils ont disparu, il réinvente en prenant certaines libertés. Peut-on, à partir de là, estimer que Bodo et Barth a restauré fidèlement le château? Le Haut-Königsbourg du début du XXe siècle est une reconstruction d'une forteresse alsacienne médiévale, certes, mais elle ne restitue pas l'aspect exact de l'édifice de la fin du XVIe siècle. En revanche, elle relève du plausible, du moins pour la structure globale du château. Il faut toujours distinguer restaurateur d'architecte. Le restaurateur pur va s'arrêter là où il ne sait plus aller au-delà de ce que l'édifice ancien nous dévoile. Bodo et Barth est un architecte restaurateur, mais c'est un architecte. Donc il est capable de composer tout en prenant des exemples qu'il connaît très bien, parce que Bodo et Barth est un castellologue, c'est un spécialiste de château, donc il a, lui, plein d'exemples. Et donc il va partir de ces exemples pour défendre un argumentaire en disant « c'est possible, on peut restituer cet ouvrage, on ne sait pas comment c'était, donc c'est possible, on pouvait avoir ça ». Il a tenté de faire de son mieux avec, je pense, une grande honnêteté et un grand pouvoir de persuasion. Mais nous sommes tout de même dans le cas d'une restauration de la fin du XIXe siècle. Et chaque période de restauration est toujours marquée par l'environnement. Si les critiques ont été virulentes à l'époque, notamment de la part des francophiles opposés au projet de Guillaume II, aujourd'hui, les experts s'accordent sur la qualité du travail de Bodo et Barth. Il aura donc fallu près d'1 siècle pour que la restauration proposée par l'architecte allemand retrouve ses lettres de noblesse. Au cours de ces 900 ans d'histoire, et grâce à sa position unique, le Haut-Königsbourg aura donc revêtu 1000 visages, appartenu aux plus prestigieuses dynasties germaniques et survécu aux aléas du XXe siècle. Une destinée extraordinaire pour un château d'exception. Aujourd'hui, l'édifice qui s'élève devant nos yeux, site emblématique du patrimoine alsacien, reçoit plus de 500 000 visiteurs par an, ce qui en fait l'un des châteaux les plus visités de France.
Baudot et Barthes a donc réussi son pari. En proposant une restitution presque fidèle, il offre aux visiteurs un véritable voyage dans le temps, au cœur d'une forteresse unique en son genre. Sa particularité première, c'est que c'est le seul château d'envergure qui a été reconstruit. Lorsqu'on le visite, on peut rapidement faire un bond de plusieurs siècles en arrière. C'est un spectacle architectural, très clairement. Le Königsbourg est une image de rêve d'enfant. Et je pense que tout être humain et tout homme, toute femme doit toujours garder son rêve d'enfant. Son apparence si particulière, presque légendaire, a inspiré les plus grands artistes du XXe siècle. Goro Miyazaki dans son film d'animation Les Contes de Terre-Mer, ou encore John Ho pour les décors des films du Seigneur des Anneaux. C'est dire si son architecture fascine bien au-delà des frontières alsaciennes. Les spécialistes, quant à eux, continuent à étudier et à interroger scrupuleusement ces pierres. Je pense que toutes les recherches ne sont pas abouties ni terminées. Il y a plusieurs énigmes qui restent encore des énigmes pour moi. Et on n'a pas exploré non plus toutes les sources. Dans les années à venir, de nouveaux secrets pourraient donc être découverts. Preuve que le Haut-Königsbourg, édifice légendaire, n'a peut-être pas livré tous ses mystères.